Salut à tous et bienvenue dans le Vertical Podcast. Aujourd'hui, flash numéro 13, je vous parle de progression, stagnation, régression, parce qu'on est des grimpeurs, on a tous envie de progresser, on veut pas régresser, on veut éviter les blessures, on n'aime pas stagner, et du coup, on est parti tout de suite pour l'épisode. Donc le sommaire, dans un premier temps, je vais passer comme d'hab par les définitions. Progresser, qu'est-ce que ça veut dire? Stagner, qu'est-ce que ça veut dire? Régresser, qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, je vais vous définir le meilleur plan pour progresser, les différentes étapes. Ensuite, que faire en cas de stagnation? Et enfin, que faire en cas de régression, le pire des cas? Et puis après, je passerai aux réponses aux questions, tout simplement. J'ai eu pas mal de questions. Je pense qu'on est parti pour une bonne petite heure, je pense. Et du coup, je vous invite à laisser une review de 5 étoiles si jamais vous êtes sur Spotify, Apple Podcast, mettre un petit pouce bleu, vous abonner si vous êtes sur YouTube. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire pour poser vos questions, à m'envoyer les DM sur Instagram, mobilité, test, étirement, tout ça pour que je vous envoie les routines. Et je souhaitais tout d'abord vous remercier pour votre fidélité sur le podcast parce qu'on est de plus en plus nombreux, mine de rien. Je regarde pas souvent les stats, mais quand je regarde les stats, en fait, ça fait que de monter à chaque fois. On me fait de plus en plus de retours positifs, que ce soit pour les épisodes en collaboration, par exemple avec François, etc. Vous y avez trouvé beaucoup de valeur, d'énergie, etc. Et moi, du coup, je vais continuer à faire des épisodes de qualité, tout simplement. Et donc, on est parti. Donc, progresser, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, selon moi, progresser, c'est être meilleur que la veille, tout simplement. Donc ça veut dire que peu importe le domaine, vous avez débloqué une capacité, une compétence, quelque chose que vous n'étiez pas capable de faire à un instant T, et maintenant vous en êtes capable. Donc par exemple, en escalade, ça pourrait être, ok, dans ma salle, je faisais pas les blocs rouges, maintenant j'arrive à faire 2 ou 3 blocs rouges à la séance, ok, j'ai progressé, parce qu'avant j'arrivais pas à le faire. Ça peut être aussi avec des charges pour les exos de renfo. Ok, maintenant je fais une traction lestée à 20 kg. Avant, j'arrivais pas. Quand j'ai testé, je faisais 10 kg. Donc vous avez gagné 10 kg sur votre traction. Vous avez progressé. Est-ce que vous arrivez à flasher des blocs plus durs? Ok, avant je faisais que les blocs bleus flash. Maintenant j'arrive à flasher des rouges. J'ai progressé. Est-ce que vous faites, je sais pas, par exemple, plus de séances par semaine? Avant, vous arriviez à faire que 2 séances par semaine. Maintenant, vous arrivez à dégager du temps pour en faire 3 ou 4. Vous avez progressé aussi sur cet aspect-là. Est-ce que vous avez progressé sur vos habitudes quotidiennes? Est-ce que vous mangez mieux? Est-ce que vous marchez plus? Est-ce que vous dormez bien, etc. Tout ça aussi, il y a moyen de progresser là-dessus. Est-ce que vous progressez en termes d'état d'esprit? À comment vous abordez votre pratique? Est-ce que vous êtes beaucoup plus relâché, on va dire? Est-ce que vous êtes stressé par la performance? Est-ce que vous grimpez pour le fun? Enfin voilà, tout ça fait aussi partie de la progression selon moi. On peut progresser en termes d'état d'esprit, d'état mental, des habitudes quotidiennes, etc. Maintenant, la stagnation, qu'est-ce que c'est la stagnation? C'est quand il y a une période plus ou moins longue pendant laquelle on n'observe pas de progression significative. Selon moi, je pense qu'il faut attendre au moins 3 mois, on va dire, pour dire qu'on est vraiment en train de stagner. Ce qui définit le plus la stagnation, selon moi, c'est le fait que l'on continue de s'entraîner et qu'on n'arrive pas à progresser. Donc par exemple, vous faites un cycle de 12 semaines pour, gagner en force. À la fin de ce cycle, vous avez gagné en force. Vous faites, par exemple, 4 semaines de repos. Vous refaites un cycle de 12 semaines en force. Et durant ce deuxième cycle de force, vous n'avez pas progressé. Donc, votre max en suspension, c'était 20 kg. À la fin du cycle, votre max, c'est toujours 20 kg. Votre cotation max en bloc, c'est toujours 7A. Vous n'arrivez pas à sortir votre 7A+, votre 7B. Voilà, donc là, pour moi, selon moi, vous êtes dans une période de stagnation parce que vous avez mis en place des choses qui étaient censées débloquer une progression qui n'a pas eu lieu, tout simplement. Donc pour moi, c'est vraiment important et c'est pour ça que je différencie la stagnation de la régression. Et pour moi, la régression, c'est un peu comme la stagnation, en fait, au final, parce que on va régresser, entre guillemets, ou alors notre niveau va être égal, mais on n'a pas fait tout ce qui était en notre pouvoir, on va dire, pour progresser. Donc par exemple, exemple typique, vous partez en vacances pendant 2 mois, voilà, c'est l'été, vous faites une petite pause de grimpe, vous revenez, vous avez régressé. Parce que si vous n'avez vraiment pas grimpé pendant 2 mois, etc., vous avez régressé. Mais parce qu'au final, est-ce que vous vouliez vraiment progresser pendant cette période? Non, pas forcément. Donc voilà, donc vous n'avez pas stagné. C'est une vraie régression parce que vous vous êtes pas entraîné pendant l'été. Donc voilà, je pense que la nuance, elle est fine. Mais après, pour la régression, ça peut être aussi à cause d'une blessure, à cause d'un événement dans la vie. Je sais pas, vous avez un nouveau métier, vous pouvez plus vous entraîner que 2 fois par semaine alors qu'avant vous grimpiez 6 jours sur 7. Il y a moyen de régresser aussi à cause de ça. Donc voilà, c'est assez large, mais selon moi, le plus important à retenir là dans cette introduction, c'est que on définit la stagnation par le fait qu'on a tout mis en place pour essayer de progresser et qu'on n'a pas réussi.
là vraiment vous êtes dans une période de stagnation. Ensuite, du coup, je passe à la partie la plus intéressante, je pense, le meilleur plan pour progresser. Alors pour progresser, franchement, là j'ai noté quelques points clés, mais ça revient un peu à dire ce que j'ai dit dans pas mal d'autres podcasts, mais il faut avoir un objectif. Donc déjà, posez-vous vraiment 5 minutes, là vous prenez une feuille, vous mettez le podcast sur pause juste après et vous vous dites ok, c'est quoi mon objectif, et il faut un laps de temps. Donc vous vous dites ok, dans 6 mois je veux être comme ça, dans 6 mois je veux faire ça, dans 4 mois je veux faire ça, dans 1 an je veux faire ça. Vraiment mettez des caps de temps, parce que sinon un objectif très large, hein. Par exemple, j'ai plein de personnes qui m'envoient des messages sur Instagram pour éventuellement commencer un accompagnement en coaching, qui me disent oui, je veux faire 8A un jour dans ma vie en bloc. Et je dis ouais, mais dans combien de temps? Est-ce que c'est dans 5 ans? Est-ce que c'est dans 10 ans? Est-ce que tu veux le faire le plus vite possible? Ça change tout en termes d'approche et en termes de dynamique de progression, tout simplement, parce que si vous voulez faire 8A le plus vite possible, vous n'allez pas mettre les mêmes choses en place que quelqu'un qui veut faire un 8A, bon, peut-être dans 5 ans, si je progresse bien et que je suis toujours motivé. Enfin voilà, c'est pas du tout la même approche de l'entraînement. Donc avoir un objectif, et cet objectif, il doit être capé dans le temps, et il faut qu'il soit réalisable. C'est-à-dire que, par exemple, si là, actuellement, vous grimpez du 6A, et que vous vous dites, ok, je veux grimper un 8A, il y a très peu de chances, c'est pas impossible, hein, mais il y a très peu de chances qu'en moins d'un an, vous puissiez passer du 6A au 8A sans vous blesser. Enfin voilà, il y a des choses comme ça qui sont pas réalistes. Si vous voulez avoir des repères de réalisme en termes de vitesse de progression, comparez-vous à des personnes que vous connaissez, des personnes qui ont plus ou moins le même âge que vous, qui ont commencé la grimpe plus ou moins à la même intensité que vous. Donc par exemple, je prends un exemple, voilà, vous avez 30 ans, vous avez commencé la grimpe il y a 2 ans, vous grimpez 3 fois par semaine, comparez-vous à des personnes qui ont à peu près ces mêmes statistiques-là. Comparez-vous pas aux petits jeunes de 18 ans qui sèchent les cours pour venir faire 6 séances par semaine. Parce que ce sera juste pas comparable. Et éloignez-vous aussi des réseaux sociaux, dans le sens où vous comparez pas aux personnes sur les réseaux sociaux, parce que c'est une vitrine, on sait pas ce qui se passe derrière, on sait pas ce qui s'est passé avant, et ça a tendance plus à déprimer qu'à motiver de se comparer aux gens sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, ça peut être intéressant de vous comparer à certaines personnes, mais qui sont proches de vous, en fait, que vous pouvez vraiment identifier en disant ok, lui je le connais, il a 30 ans, il a commencé il y a 2 ans, il grimpe 2-3 fois par semaine, son niveau c'est ça, ok, peut-être que je peux atteindre plus ou moins la même progression. Et après, il faut pas juste se comparer, parce que ça veut tout et rien dire, dans le sens où peut-être que vous avez plus de potentiel, peut-être que vous êtes plus motivé, etc. Et si vraiment vous voulez savoir si votre objectif il est réalisable, n'hésitez pas à faire appel à un coach, et vous dites au coach, voilà, ma situation actuelle c'est ça, mon passé sportif c'est ça, est-ce que tu penses que mon objectif est réaliste? Je prends un exemple typique, voilà, j'ai commencé la grimpe quand j'avais 10 ans, actuellement j'ai 18 ans, je veux faire, finale au championnat régional. Et là, peut-être que c'est possible, parce que vous avez déjà fait de la compétition en étant jeune, etc. Vous avez encore des années en U20, etc. Donc voilà, il y a tout ça qui est à prendre en compte dans l'objectif. Mais pour résumer, avoir un objectif, déjà si vous n'avez pas d'objectif, selon moi, vous allez droit dans le mur, parce que vous allez progresser sans réelle direction, en fait. Vous allez vouloir progresser sur tout en même temps, et quand on met un focus sur rien du tout, en fait on progresse sur rien, on stagne partout, on a même tendance à se blesser, parce qu'on va se focaliser sur les mauvaises choses, on va pas se focaliser sur les points faibles, on va avoir tendance à faire que ce qui nous fait envie, ce qui est déjà dans nos points forts, et souvent c'est pas la meilleure manière pour progresser. Après ça dépend, hein, bien sûr, tout le monde est différent. Mais donc ayez un objectif, faut que cet objectif il soit réalisable, donc là faites appel à quelqu'un d'autre, parlez-en à vos proches, etc. Enfin voilà, c'est intéressant d'avoir des regards extérieurs pour le coup, mais vous laissez pas démotiver pour autant. Si tout le monde vous dit non mec c'est impossible, dans 2 ans tu feras jamais 8A, mais que ces personnes là n'ont pas d'expérience et vous disent ça juste comme ça gratuitement, faites appel, on va dire, à des professionnels qui ont une expérience dans le milieu de l'escalade, qui vont vous dire ok, moi je connais telle personne, elle l'a fait et elle était hyper déterminée, et c'est possible. Et il faut que cet objectif il soit aussi capé dans le temps. Donc si vous avez un objectif, par exemple, ok, je veux flasher un bloc noir dans ma salle, dites-vous, ok, dans 6 mois, il faut que j'arrive à flasher un bloc noir dans ma salle. Et comme ça, en fait, c'est hyper parlant, et vous pouvez faire même des séances spécifiques par rapport à cet objectif. Ensuite, il faut savoir s'évaluer avant et après. Comment savoir si on a progressé si on s'évalue pas? C'est juste pas possible. Donc que ce soit s'évaluer en termes de cotation, en termes de sensations, en termes de tests physiques. Enfin voilà, il y a vraiment plein de manières de s'évaluer. Moi, je trouve que les tests physiques c'est vraiment la manière la plus prédictible, parce que ça va vous permettre aussi de savoir quels sont vos points faibles. Pour savoir quoi entraîner, pour avoir le meilleur retour sur investissement en termes de temps investi dans l'entraînement,
et retour sur votre pratique. Donc vraiment, savoir s'évaluer, c'est hyper important. Moi, j'aurais tendance à vous conseiller de faire un test, faire la batterie de test physique. D'ailleurs, si vous voulez avoir accès à la batterie de test, vous m'envoyez test sur Instagram. Et je vous enverrai du coup la batterie de test à faire sur une semaine et vous pourrez éventuellement m'envoyer vos résultats pour que je puisse éventuellement vous analyser et vous dire ok là ton objectif il est réalisable, etc. par rapport à ton potentiel, ton niveau de départ, etc. Mais voilà, évaluez-vous avec des tests physiques, c'est intéressant de pouvoir faire tout le temps les mêmes, de se comparer d'année en année, etc. Et sinon, évaluez-vous aussi en termes de, par exemple, en termes de niveau d'escalade. Ça peut être par exemple sur des system boards comme la Kilter, la Moonboard, d'avoir des blocs de référence où vous vous dites ok quand je suis en forme et que je suis vraiment fort, ce bloc là je sais que j'arrive à le faire flash dans ma séance de volume par exemple, et si le jour J vous n'arrivez pas à le refaire, c'est peut-être que vous avez régressé, peut-être que vous êtes en train de stagner, peut-être que vous êtes dans une période de reprise d'entraînement, enfin voilà, il peut y avoir plein de facteurs, peut-être que vous avez des douleurs aussi qui vous empêchent de forcer, mais voilà, il faut s'évaluer. Moi je trouve que la meilleure manière de s'évaluer c'est les tests physiques, et après objectivement on est tous des grimpeurs. Y en a plein qui veulent pas l'avouer, mais la plupart on grimpe quand même pour s'améliorer en termes de cotation, et voilà, s'évaluer en termes de cotation c'est cool aussi, hein. Par exemple se dire ok en 2017 je grimpais 7A, 2018 7B, 2020 7C, 2022 8A, ça peut être aussi une manière de s'évaluer, et de vous dire aussi ok j'ai fait 8 7B en 3 mois, voilà, c'est aussi une manière de s'évaluer, grimpement parlant on va dire. Et puis après vous pouvez toujours vous dire ok je compte mon nombre d'essais, je compte mon nombre de séances en extérieur, enfin il y a moyen de faire des statistiques en fait pour savoir si vous progressez objectivement aussi sur le mur d'escalade, hein, ou sur le rocher. Voilà, si vous dites ok cette année j'ai fait 20 séances en extérieur, sur ces 20 séances j'ai sorti 37 B, s'il y a 2 ans vous sortiez un 7B toutes les 2 séances, vous avez forcément progressé quoi. Et ensuite une fois que vous savez vous évaluer, que vous vous êtes évalué, et en fait il faut s'entraîner en appliquant la surcharge progressive. Donc là ça revient à dire un peu tout ce que j'ai dit dans le podcast avec François, mais vraiment la surcharge progressive c'est hyper important. Il faut vraiment y aller progressivement et cibler en priorité les points faibles. Si vous ciblez en priorité vos points faibles, c'est là où vous avez la plus grosse marge de progression, et souvent c'est ça qui va vous débloquer un très 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 gros palier de progression dans votre pratique. Et c'est là aussi où le coaching, je trouve ça vraiment intéressant, parce que quand on s'entraîne tout seul, déjà on n'est pas forcément objectif sur son évaluation, on va pas avoir envie de travailler ses points faibles, même si on les travaille, on va pas forcément mettre la bonne intensité, on va peut-être y aller trop fort, pas assez fort parce qu'on n'a pas envie, etc. Donc c'est très très dur en fait de savoir s'entraîner en appliquant la surcharge progressive. J'insiste sur le mot progressive, parce que si vous faisiez 2 séances par semaine et que du jour au lendemain vous vous dites ok là je veux sortir mon premier 8A, je m'entraîne 5 fois par semaine, 3 séances de renfo, etc. Et que vous faites ça du jour au lendemain, en fait juste ça va pas marcher, en fait votre corps il va vous dire non, vous allez finir avec des inflammations chroniques au niveau des coudes, des poulies, des épaules, enfin voilà j'en passe, et c'est pas du tout la bonne solution pour progresser. Je crois que j'ai à peu près tout dit sur le s'entraîner en appliquant la surcharge progressive, que ce soit sur le volume de grimpe. Si vous faisiez 2 séances par semaine, passez à 3 séances par semaine pendant quelques semaines, voyez comment ça se passe. Si vous faisiez 0 séance de renfo, commencez par une séance de renfo, voyez comment ça se passe. Après vous en rajoutez peut-être une deuxième, peut-être une troisième de 30 minutes juste pour faire les antagonistes. Voilà, il y a vraiment plein de manières d'appliquer la surcharge progressive. Et il y a moyen d'appliquer cette surcharge progressive aussi dans les habitudes quotidiennes. Marcher un peu plus, manger un peu mieux, dormir un peu mieux. Voilà, ça c'est vraiment ce que je disais aussi avec François, hein, c'est de la discipline. Et c'est vraiment un truc qu'il faut essayer d'améliorer constamment toute sa vie en fait. Parce que si on se laisse aller, il n'y a personne qui va faire le travail à notre place, et c'est des conséquences qu'on va finir par payer, que ce soit en termes de stagnation ou de régression. Donc là pour le coup c'est vraiment hyper parlant, je trouve, d'appliquer la surcharge progressive, même sur des habitudes quotidiennes. Et ça peut avoir aucun rapport avec l'escalade, hein. Ça peut être par exemple, ok, cette année je veux lire des livres, commencez par, 5 pages par jour. Ça peut paraître peu, mais déjà si vous faites 5 pages par jour et que vous le tenez pendant 3 mois, peut-être que vous allez avoir envie de passer à 10 pages par jour, etc. etc. Et puis après vous allez réussir à lire, 20 ou 30 pages par jour, parce que vous allez vous dire, ok, tous les soirs avant de dormir, au lieu d'aller sur YouTube, je vais lire. Et voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent s'ancrer en termes d'habitude, et c'est de la surcharge progressive aussi. Donc voilà. Et ensuite, le dernier point du meilleur plan pour progresser. Donc je refais un petit récap. Premier point, c'est avoir un objectif. Ensuite, s'évaluer avant-après pour voir si on a progressé.
Ensuite, s'entraîner en appliquant la surcharge progressive. Et le dernier point, c'est concrétiser son objectif. Par exemple, je reprends l'exemple du 8A parce que c'est hyper parlant, il y a plein de personnes qui vont se reconnaître dans cet objectif. Si vous n'allez jamais essayer votre 8A ou essayer un 8A, en fait vous n'allez jamais le concrétiser et peut-être que vous avez déjà le niveau de le faire et que vous vous entraînez dans le vide parce que votre objectif n'est pas clair, vous n'allez pas le concrétiser. Donc vraiment, ça pourrait être, je vais y revenir après dans les réponses aux questions, mais faire un cycle d'entraînement de 12 semaines par exemple pour passer un gros palier physique, et après pendant 4-6 semaines, faire ce que j'appelle moi un cycle de performance, où vous allez aller, 2 fois par semaine en extérieur sur votre projet pour essayer de concrétiser ça avec vos nouvelles capacités physiques. Donc voilà, ça je pense, la concrétisation c'est quelque chose qui est oublié de pas mal de grimpeurs, mais en fait qui est juste trop important parce que si on fait pas de séance spécifique à son objectif, on va jamais l'atteindre. On va jamais l'atteindre et ça peut être hyper frustrant parce qu'on a l'impression de s'entraîner dans le vide si jamais c'est votre unique objectif de concrétiser telle ou telle cotation, tel ou tel bloc. Si votre objectif c'est juste de progresser de manière globale, là pour le coup pour le concrétiser il faut juste rester en forme et avoir des métriques, par exemple savoir que d'habitude vous grimpez 20 blocs en 2 heures de telle ou telle cotation, de telle couleur dans votre salle, et vous dire ok peut-être que je vais passer à 25, ok j'ai progressé. Donc voilà, vraiment n'oubliez pas de concrétiser vos objectifs, c'est hyper important. Ensuite je vais vous parler de la stagnation tout simplement. Que faire en cas de stagnation? Vous êtes peut-être dans ce cas où ça fait 1 an, 2 ans que vous êtes bloqué dans le même niveau, les mêmes couleurs, vous essayez de vous entraîner, soit ça vous déclenche des douleurs, soit vous n'arrivez pas à progresser, soit vous voyez pas le transfert, et vous perdez un peu espoir. Vous vous dites ok l'escalade c'est pas pour moi, j'y arrive pas quoi. Et en fait, moi ça je trouve ça très très dommage parce que souvent c'est parce que vous avez mal identifié les facteurs. Donc là c'est le premier point. Que faire en cas de stagnation? Identifier les facteurs de stagnation. Analysez vos habitudes quotidiennes. Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous marchez quotidiennement? Est-ce que vous faites des étirements? Est-ce que vous hydratez bien? Enfin voilà, il y a vraiment 10 000 facteurs possibles, on va dire, dans les habitudes quotidiennes. Ensuite, analysez votre volume d'entraînement. Est-ce que vous grimpez trop? Est-ce que vous grimpez pas assez? Est-ce que vous grimpez trop fort, trop longtemps? Si vous faites que des séances de bloc max, à toutes les séances pendant 1 an, vous n'allez pas progresser. Souvent même vous allez vous blesser et vous allez régresser. Donc il faut vraiment identifier un peu tous les facteurs. Et j'ai noté aussi la charge globale. La charge globale, c'est vraiment pas que la charge d'entraînement, mais aussi la charge mentale. Est-ce que vous êtes dans un bon environnement, au travail, dans votre vie quotidienne? Est-ce que vous êtes bien entouré? Est-ce que vous n'avez pas beaucoup de stress? Est-ce que vous arrivez à avoir une vie bien remplie, on va dire, enfin de pas être bloqué dans une situation où vous faites, comme on dit, un bullshit job qui vous fait stresser, après vous grimpez en fin de journée, vous êtes fatigué, vous êtes stressé, du coup ça se répercute sur vos performances en grimpe. Enfin voilà, on peut aller chercher jusqu'à ce genre de facteurs pour expliquer et comprendre une stagnation. Et moi du coup je me suis spécialisé dans le coaching en accompagnement avec des personnes qui ont un planning chargé, qui ont une vie bien remplie à côté et qui n'ont pas énormément de temps pour s'entraîner et qui cherchent justement à optimiser leur pratique. Donc ces problématiques-là, je les vois très bien et je sais un peu comment gérer tout ça. Donc identifier les facteurs de stagnation, souvent c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire soi-même ou alors où on ne va pas être objectif. Par exemple, est-ce que vous dormez bien? En fait on va avoir tendance à se mentir à soi-même, ça va, je dors pas si mal. Et puis après en fait si vous notez vraiment les heures à laquelle vous vous couchez, les heures à laquelle vous vous réveillez, est-ce que subjectivement vous avez bien dormi, oui ou non? Et là vous allez voir en fait que peut-être 3 jours sur 7 vous dormez mal. Et si 3 jours sur 7 vous dormez mal, en fait vous divisez par 2 votre potentiel de progression. Et peut-être que c'est ça qui vous manque pour relancer une progression. Si vous dormez mieux, votre système nerveux récupère mieux, vous êtes capable de plus forcer à l'entraînement. Si vous forcez plus à l'entraînement de manière intelligente en appliquant la surcharge progressive, vous allez progresser. Donc voilà, en fait, c'est pour ça aussi que pour analyser ses habitudes ou le volume d'entraînement ou la charge globale, etc., il vous faut traquer ses habitudes. Il faut vraiment les noter. Il faut mettre des 0 et des 1 dans une fiche pour voir en fait si vous faites bien les choses, tout simplement, parce que sinon vous ne le saurez jamais. Et ça va être est-ce que vous mangez bien? Oh bah oui, je mange bien, c'est bon. Bah oui, mais est-ce que vous comptez un petit peu vos calories? Est-ce que vous mangez assez de fruits et légumes? Est-ce que vous prenez les bons compléments alimentaires par rapport aux bonnes périodes de l'année, par rapport à vos besoins? Est-ce que, voilà, exemple typique, la vitamine D en hiver. Peut-être que vous êtes en carence de vitamine D et peut-être que c'est ça qui vous bloque parce que ça vous fatigue. Souvent chez les femmes aussi, ça va être la carence en fer. Carence en fer qui amène une très très grosse perte de force. Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça en fait, où est-ce que vous êtes aussi objectif avec vous-même quand vous vous analysez
Et souvent la réponse est non. Et c'est pour ça que je trouve que le coaching c'est hyper important parce que du coup un coach il est là pour vous évaluer de manière objective et vous dire ok là si tu dors mal 5 jours sur 7 avant de rajouter 3 protocoles pour augmenter ta force doigt, peut-être qu'on on va essayer de progresser sur cette habitude là. Et après si tu dors mieux, peut-être que ça va te débloquer déjà un palier de progression. Et après peut-être que si tu atteins un autre palier, là peut-être qu'on va rajouter un peu de charge d'entraînement, etc. etc. Donc vraiment c'est toujours pareil, et si vous pouvez pas faire appel à un coach, soit par raison personnelle que vous n'avez pas envie, ou par raison financière aussi, hein, c'est un budget, je le conçois totalement, faites appel à quelqu'un de votre entourage qui saura plus ou moins vous analyser, des ouvreurs de votre salle, des coachs locaux on va dire, avec qui vous pouvez prendre peut-être des cours collectifs, il y a plein d'autres alternatives aussi, inscrivez-vous peut-être dans un club pour avoir accès à des mentors qui ont beaucoup plus d'expérience aussi que vous, ça peut être plein d'axes de progression, tous ces facteurs-là. Donc ouais, savoir identifier ces facteurs de stagnation, c'est hyper important. Et là, je parlais aussi du volume d'entraînement, mais imaginons que vous avez un planning chargé, vous n'arrivez pas à grimper plus de 2 fois par semaine. Si vous grimpez que 2 fois par semaine, ça va être difficile selon moi d'avoir une belle progression sur le long terme. Faudrait pouvoir faire au minimum 3 séances de grimpe par semaine, avec 1 ou 2 séances de renforcement en plus, pour avoir une belle progression. Après, ça dépend du niveau, ça dépend de l'individu, ça dépend de vos objectifs. Mais il y a aussi tout ça à analyser en fait, parce que l'escalade c'est un sport qui est très chronophage, faut travailler beaucoup de choses, que ce soit la technique, le mental, le physique aussi, hein, c'est hyper important, et ça prend du temps, et si vous n'avez pas ce temps à investir, il faut faire les bons choix, et investir vraiment le temps que vous avez à disposition au meilleur endroit, pour avoir la meilleure progression possible. Ensuite, j'ai noté, as-tu fait tout ce qui était en ton pouvoir pour progresser? Est-ce que tu as optimisé tes habitudes? Est-ce que tu t'es remis en question? Est-ce que tu as fait appel à de l'aide extérieure? Ça c'est vraiment, selon moi, le deuxième point. Quand on stagne et qu'on ne sait plus quoi faire et qu'on est bloqué, il faut se remettre en question, il faut analyser ses habitudes et se dire ok, là, mes habitudes, j'ai tout bien fait pendant 3 semaines, ça n'a rien débloqué du tout, je suis perdu, je sais pas quoi faire. Et là, peut-être que aller voir un coach c'est intéressant, parce que le coach il va vous dire ok, regarde ça, c'est peut-être à améliorer, hop, on l'améliore et ça marche. Mais voilà, vraiment, as-tu fait tout ce qui était en ton pouvoir pour progresser? Et là, souvent la réponse est non, parce qu'il y a toujours moyen de faire mieux. Et après, il faut pas non plus tomber dans l'extrémisme où on devient un robot et on fait tout bien tout le temps. Et souvent, je cite le ratio de 75-25, que ce soit pour le volume de grimpe, pour les habitudes, ça marche aussi. Franchement, si 75% du temps, vos habitudes, elles sont carrées, les 25% du temps restant, vous pouvez vous permettre des libertés, vous allez quand même extrêmement bien progresser, jusqu'à un niveau très très élevé, hein, même jusqu'au 8A, 8A plus bloc, jusqu'au, 8C, 8C plus voix, jusqu'à la limite du haut niveau, on va dire, quoi. Donc vraiment, il faut pas non plus culpabiliser, compter ses calories tous les jours, analyser son sommeil à la minute près tous les jours, mais il faut juste avoir un aperçu global et se remettre en question et se dire ok, peut-être que ça bloque, je vais essayer de l'améliorer, et vraiment essayer de l'améliorer en le traquant, etc. Et du coup, si vous trouvez ça trop dur à faire par vous-même, faites appel à une aide extérieure, que ce soit un coach, des proches à vous. C'est hyper important d'avoir un soutien extérieur, parce que tout seul souvent on arrive souvent à un plateau, hein, parce qu'on n'a pas des connaissances infinies, on n'a pas aussi une charge mentale infinie, on se pose parfois beaucoup de questions. On va se dire, est-ce que ce que je suis en train de faire c'est productif, et déjà si vous êtes en train de douter sur est-ce que vous êtes en train de faire quelque chose de productif, vous allez peut-être le faire avec moins d'intensité. Si vous le faites avec moins d'intensité, vous allez moins bien progresser. Donc il y a tout ça en fait qui est à prendre en compte dans le que faire en cas de stagnation. Et vraiment cette phrase je la trouve puissante. Est-ce que tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir pour progresser? Si la réponse est non, tu sais sur quoi, quel levier actionner en fait pour relancer un peu cette progression éventuellement. Et du coup, le dernier point que j'avais noté, ça revient un peu à résumer ce que j'ai dit juste au-dessus, c'est l'importance d'avoir un coach. Et là, je vais prendre une étude de cas, un cas concret. Là, en ce moment, je coach quelqu'un. Donc, c'est une femme qui a déjà un super bon niveau en termes de doigts, de traction, de rési, d'endurance. On va dire sur toutes les métriques escalade, elle est très forte. Je pense qu'elle est bien en dessous, en termes de cotation qu'elle grimpe actuellement, de ce qu'elle est capable de faire par rapport à sa capacité sur le haut du corps, hein, que ce soit sur les doigts, les tractions, etc. Et du coup, en fait, on lui a débloqué un très très gros palier de progression en travaillant juste sur les antagonistes. 2 séances de force par semaine sur les antagonistes. Je prends un exemple typique de séance. 5 séries de soulevés de terre, 5 séries de dips lestés, 5 séries de gainage au TRX par exemple. Et juste avec ça, vraiment 2 séances de
1 heure si j'arrondis par semaine, on lui a débloqué un énorme palier de progression parce qu'en fait il lui manquait juste ça, il lui manquait de la force globale sur les gros muscles pour vraiment utiliser son potentiel de force qu'elle avait en termes de structure passive sur les doigts, etc. Et vraiment, il y a plein de cas comme ça en fait où si cette personne-là, par exemple, s'était acharnée à faire des tractions, des suspensions, etc., elle aurait jamais cassé ce palier de progression parce que son facteur limitant, ça aurait été la force des muscles antagonistes ou des gros muscles, si je puis dire, enfin, vraiment la force au global, quoi. Pas que la force doigt ou la force bras, vraiment le potentiel de force générale de son corps, on va dire. Et donc du coup, là pour le coup ça illustre selon moi à 100% la valeur d'avoir un coach, parce que peut-être que en 3 mois de coaching, en 4 mois de coaching, vous allez débloquer un palier de progression que vous pensiez ne jamais pouvoir atteindre, parce que vous avez choisi les bons exercices avec votre coach, vous y avez mis la bonne intensité, c'était des exercices qui travaillaient vos points faibles, donc avec la plus grosse marge de progression, et voilà, et en fait tout ça, ça s'imbrique en fait, et c'est vraiment un puzzle où chaque pièce est importante. Donc vraiment, si je devais résumer, que faire en cas de stagnation? Identifier les facteurs de stagnation, vos habitudes, votre volume d'entraînement, votre charge globale. Ensuite, la question qui fait mal, mais à laquelle il faut répondre: as-tu fait tout ce qui était en ton pouvoir pour progresser en termes d'habitude, en termes de remise en question, en termes d'aide extérieure? Est-ce que tu as fait appel à un coach pour vraiment débloquer cette progression si ça te tient vraiment à cœur? Et voilà. Et après, ça c'est vraiment concrètement ce qu'il faut faire en cas de stagnation. Ensuite, je passe à la suite, en cas de régression. Que faire en cas de régression? Alors, la régression, il y a 2 cas. Soit suite à une blessure. Alors, je vais pas rentrer dans le détail suite à une blessure, parce que là, pour le coup, c'est trop individu dépendant. C'est-à-dire qu'en fonction de la blessure, en fonction de vos habitudes, de vos objectifs, etc., enfin là, vraiment, je peux absolument pas prendre un cas d'école et dérouler, parce que c'est trop individualisable, on va dire. Par contre, une régression suite à une période d'arrêt, par exemple, pendant 3 mois, vous n'avez pas trop grimpé parce que, je sais pas, vous étiez en vacances, vous aviez une charge globale qui était plus importante, je sais pas, au travail, vous aviez trop de stress et vous vous êtes dit, à bon escient, je pense, que ça valait peut-être le coup de ralentir un peu l'escalade pendant cette période pour éviter les blessures, etc. Et donc, que faire en cas de régression? Donc, vous reprenez l'entraînement après cette période-là. Concrètement, qu'est-ce que vous faites pour bien reprendre? Déjà, je vous invite à aller réécouter le podcast sur la reprise si vous ne l'avez pas écouté. Mais vraiment, il y a beaucoup de points qui vont revenir. Et là, du coup, je vais passer un peu plus succinctement. Mais j'ai noté 3 points. Mettre son ego de côté et recommencer par la base. Ça, c'est super dur à faire, surtout quand vous êtes entouré de certaines personnes qui ont l'habitude de vous voir dans un certain niveau et qui vous voient revenir et que vous êtes plus faible qu'avant. Ça peut me faire mal à l'ego, ça peut vous sentez mal à l'aise, vous n'avez pas envie d'être observé, d'être jugé, etc. Mais franchement, si vous arrivez à passer ce cap mental, après vous êtes inarrêtable, parce que vous vous dites que vous n'avez rien à prouver à personne, que vous grimpez pour vous, pour votre plaisir personnel, pour votre envie de progresser, et en fait, peu importe ce que les autres peuvent penser à l'instant T, ils n'ont pas tout le contexte, ils savent pas pourquoi vous avez arrêté pendant 3 mois, etc. Et vraiment, c'est super dur à faire, mais si vous arrivez à le faire, à mettre son ego de côté et recommencer par la base, c'est hyper important selon moi. Et si vous avez compris ça et que vous l'appliquez, pour moi vous êtes inarrêtable. Vous êtes inarrêtable parce que vous allez plus être influencé par des facteurs extérieurs de ah mais qu'est-ce que cette personne-là va penser de moi, qu'est-ce qu'ils vont dire, etc. Et ça c'est trop important selon moi. Et quand je dis recommencer par la base, concrètement, ça veut dire reprise progressive de la grimpe. Donc là, je reprends le cas où pendant 3 mois, vous avez grimpé, allez, peut-être une séance par semaine, parce que vous avez quand même envie de grimper pour vous défouler un petit peu. Mais vous aviez l'habitude, je sais pas, de grimper 3 à 4 fois par semaine. Déjà, recommencez par 2 séances par semaine. Pendant 2-3 semaines, 2 séances par semaine, vous reprenez très progressivement. Et pas des séances de 4 heures, des séances de 1 heure, 1 heure et demie. 2 heures. Donc par exemple, ça peut être en semaine 1, 2 séances de 1 heure. Semaine 2, 2 séances de 1 heure et demie. Semaine 3, 2 séances de 2 heures. Si bien sûr vous n'avez pas de douleur, que vous récupérez bien, etc. Et du coup, reprise progressive du renfort également, que ce soit les routines d'échauffement, les routines de mobilité, les routines d'étirement, aussi tout ce qui va être renfort général, suspension, traction, gainage, antagoniste, enfin voilà, il faut reprendre aussi progressivement. 2 séries par séance et sur 3 exercices, donc 6 séries, 2 séries de suspension, 2 séries de blocage, 2 séries de gainage. Ça dure 20 minutes et c'est faisable en reprise et c'est totalement ok, et vous allez vraiment bien reprogresser grâce à ça.
en reprenant progressivement et en vous laissant de la marge surtout. Et le dernier point que j'ai noté, c'est vraiment la reprise des bonnes habitudes. Pareil, il faut reprendre progressivement. Ok, vous aviez l'habitude de bien dormir, de bien manger, d'aller marcher tous les jours, etc. Ne reprenez pas du 7 sur 7 H24 dès le début, reprenez progressivement. Ok, là la diète c'était un peu cata pendant 3 mois, commencez par faire 3 ou 4 jours où vraiment vous allez faire vos repas à l'avance, vous allez faire un peu plus attention à ce que vous mangez. Laissez-vous quand même 2-3 jours un peu plaisir pour reprendre progressivement. Enfin voilà, là c'est vraiment toujours les mêmes termes, hein. Je pense que j'ai dû dire au moins 150 fois le mot progressivement dans ce podcast, mais c'est vraiment trop important à répéter, parce qu'on est des êtres humains, on veut aller vite, on veut de la satisfaction instantanée, et en fait dans le sport ça marche pas. Dans le sport ça marche pas, il n'y a pas de raccourci, la satisfaction instantanée ça n'existe pas, c'est vraiment du travail, de la discipline, et après il faut pas oublier le plaisir non plus. Parce que si vous prenez pas de plaisir dans le processus, peut-être que vous n'êtes pas fait pour ça tout simplement, et que juste faire de l'escalade en mode loisir, c'est ce qui vous intéresse, et là pour le coup après, progresser ça va être beaucoup plus lent, beaucoup plus dur, mais peut-être que c'est pas la progression qui vous intéresse, et c'est juste d'aller grimper en extérieur, de profiter des paysages, etc. Et là c'est totalement ok aussi, c'est juste qu'il faut pas se mentir à soi-même, et il faut être en accord avec ses objectifs tout simplement. Donc voilà, ça fait déjà une bonne demi-heure là de contenu. Donc si je résume vraiment, dans un premier temps, il faut savoir s'évaluer. Est-ce que vous êtes en train de progresser? Est-ce que vous êtes en train de stagner? Est-ce que vous êtes en train de régresser? Si vous êtes dans un cas particulier, analysez pourquoi vous êtes dans ce cas-là. Ok, je régresse en ce moment, pourquoi? Ok, je suis stressé, je fais qu'une séance par semaine au lieu de 4 que j'avais l'habitude de faire, c'est peut-être à cause de ça. Est-ce que vous êtes en train de stagner suite à un gros cycle d'entraînement? Ok, peut-être que j'ai mis trop d'intensité, j'ai cramé mon système nerveux, peut-être que j'ai besoin d'une période de repos. Est-ce que vous êtes en train de progresser? Ok, tout va bien, super. Est-ce que vous pouvez pas optimiser encore 2-3 trucs? Est-ce que vous pouvez pas optimiser un peu plus votre sommeil, optimiser un peu plus votre récupération, optimiser un peu plus votre technique? Voilà, il y a vraiment plein de trucs à regarder, à analyser. Et dites-vous en fait toujours que vous pouvez faire mieux, mais il faut le faire progressivement. Et voilà, franchement, ça conclut un peu tout ce podcast sur la progression, la stagnation et la régression. Et si vous êtes perdu, si vous êtes dans une période de stagnation depuis au moins 2-3 mois, que vous vous entraînez, que vous n'arrivez pas à passer ce plateau, je le répète, je propose un service d'appel gratuit via le lien qui est dans ma bio Instagram pour réserver un appel. L'appel il dure 45 minutes, je prends le temps de vous connaître en vous posant beaucoup de questions pour en fait voir concrètement ce qui vous bloque et qu'est-ce qu'on peut mettre en place après en termes de suivi, en termes de coaching pour justement vous débloquer ce palier-là. Et si jamais vous voulez plus de précision, vous m'envoyez go sur Instagram et comme ça après je reviendrai vers vous à ce moment-là. Voilà, super. Je passe à la partie réponse aux questions. Donc voilà, sans transition aucune. Donc vous avez posé pas mal de questions. Je commence par la question de Michael qui me dit comment cycler son entraînement pour éviter la stagnation. Alors là j'ai noté 3 choses, changer de cycle, faire des pauses et le coaching. Désolé, ça revient beaucoup trop le coaching, mais là quand vraiment vous stagnez, c'est trop important de savoir faire appel à quelqu'un d'autre. Donc comment cycler son entraînement pour éviter la stagnation? Changer de cycle. Faites un cycle de force, puis un cycle de puissance, un cycle de rési, enfin voilà, vraiment changer les stimuli, les stimuli. Changer les stimuli parce qu'en fait si vous faites que de la force tout le temps, que des séances de performance max tout le temps, ça va pas marcher. Votre système nerveux il va être complètement cramé et vous allez tomber dans le surentraînement, dans l'inflammation des tissus. Cette inflammation elle peut devenir aussi chronique, ça peut vous causer des douleurs, etc. Enfin voilà, vraiment cycler son entraînement, donc varier les stimulus, faire un cycle de volume, puis un cycle de force, puis un cycle de rési, ou un cycle de volume, un cycle de force, un cycle de puissance, d'explosivité. Voilà, vraiment dites-vous que si vous faites tout le temps de la force, ou tout le temps de la rési, ou tout le temps de la conti, il vous manque quelque chose dans votre entraînement, parce que l'escalade c'est trop complexe et on peut pas faire juste de la force max tout le temps pour progresser. Le corps il est pas fait pour ça et on réagit assez mal à ce genre d'entraînement. Cas particulier, sauf si vous êtes jeune. Quand je dis jeune, c'est on va dire en dessous de 20 ans. Donc si vous avez entre 12 et 20 ans et que vous avez plein de capacités de récupération, que vous avez commencé l'escalade à cet âge-là, là pour le coup c'est peut-être un peu moins vrai cette règle de faire que de la force, ça marche pas parce que à cet âge-là on récupère super vite et si vous faites maximum 3 séances par semaine et que vous faites de la force tout le temps, ça peut peut-être marcher, mais quand on commence à devenir adulte avec une vie à côté, des responsabilités, un travail et tout, faire que de la force tout le temps, ça ne marche pas tout simplement.
Et je le vois avec toutes les personnes que j'ai en coaching qui débloquent vraiment une progression phénoménale, des fois juste en faisant un cycle de volume, en réduisant l'intensité par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Donc voilà, comment cycler son entraînement, varier les stimuli, donc faites de la force, du volume, de la rési, enfin voilà, changer un peu de temps en temps. Faire des pauses, ça peut être super intéressant. Alors quand je dis des pauses, ça peut être soit des semaines de deload, donc des semaines de décharge, où vous allez, si je schématise, diviser votre charge par deux. Donc si vous grimpiez 6 heures dans votre semaine, vous allez grimper que 3 heures la semaine suivante. Si vous faisiez 3 heures de renfo, vous allez en faire que 1h30. Vous allez diviser par deux le nombre de séries, etc. Donc essayez de conserver l'intensité, mais de diviser le volume par deux, pour faire vraiment très très simple. Et après, ouais, c'est à peu près tout. Et après, il y a une autre question qui parle de ça, la durée des cycles, donc je vais y revenir juste après. Ensuite, j'ai la question de Yasmina, et il y a la question de Julia qui s'intercroisent un peu. Est-ce que c'est possible de faire une séance de renfo et de grimpe le même jour? Est-ce que l'un ne va pas avoir un impact négatif sur l'autre, etc. Alors là, très bonne question, parce que ça dépend de votre objectif. Si votre objectif c'est de progresser de manière globale sur le long terme, faire le renfo et la grimpe le même jour, si vous n'avez pas le temps de les séparer sur 2 jours séparés, ça peut être très productif, c'est ce que je recommande quasiment à tout le monde d'ailleurs, et de faire le renfo avant la grimpe. Donc oui, faire le renfo avant la grimpe, ça va vous fatiguer pour la grimpe, mais en fait, si votre entraînement il est bien organisé et que par exemple vous faites pas une séance de renfo de 2 heures et une séance de grimpe de 4 heures derrière à faire que du bloc max, en fait ça s'articule assez bien. Souvent c'est même agréable parce que suite au renfo, on va sentir un meilleur échauffement global de tout le corps via l'effet un peu de potentiation, donc l'activation du système nerveux. Et en fait, il faut plutôt voir ça sur le long terme en se disant que, ok, là, peut-être que pendant 3 semaines, pendant ce cycle de force-là, je vais régresser, entre guillemets, en termes de niveau de grimpe et en termes d'influx dans ma grimpe, mais ça va être une très légère régression, voire même une stagnation. Mais si à côté, vous progressez sur toutes vos métriques de force, vos tractions, vos suspensions, votre gainage, etc., vos antagonistes aussi, faut pas les oublier, et qu'après vous passez par une semaine de décharge, par un petit cycle de repos ou de performance, là vous allez avoir tout votre potentiel qui va se débloquer. Et en fait ça marche comme ça l'entraînement, c'est vraiment des périodes où on s'entraîne plus, donc avec une augmentation de la charge pour en fait mettre un certain stress sur le corps pour que le corps s'y adapte. Et après en fait là où tout le potentiel il se révèle, c'est quand justement vous enlevez cette charge. Donc en fait, si vous faites du renfo tout le temps, très intense, etc., donc vous êtes en permanence en cycle de force ou en séance de bloc max 4 fois par semaine, etc., vous laissez jamais à votre corps le temps de repos nécessaire pour qu'il puisse surcompenser. Et si vous surcompensez pas, souvent vous vous blessez, et ça revient un peu à faire ce que je disais à François quand avant je faisais que des cycles de force, cycles de blessure, et que en fait la blessure c'était mon deload, c'est que en fait je faisais de la force tout le temps. Et du coup, en fait, je voulais pas m'arrêter. Et du coup, après, il y avait des petites blessures qui forçaient à se reposer. Et du coup, c'était une régression forcée. Et c'est jamais hyper agréable. Donc vraiment, il faut voir ça sur une approche globale et vous dire que faire le renfo avant la grimpe, si c'est dans une optique de progression sur le long terme, c'est une bonne idée. Après, par contre, si c'est sur une optique de performance sur une journée donnée, c'est peut-être pas la meilleure idée, ou alors il faut faire du renfo très spécifique, comme juste de l'activation nerveuse, comme un rappel de force par exemple, comme j'ai détaillé dans le podcast avec François, pour aller sortir un projet en extérieur par exemple. Là, ça peut être hyper intéressant. Mais c'est clair que faire une séance de force avec 10 séries de suspension, etc., et puis après aller dans son projet, c'est peut-être pas l'idée du siècle pour sortir son projet. Mais voilà, c'est à prendre dans le contexte. Mais je dirais que oui, c'est hyper productif de faire renfo et grimpe le même jour si vous n'avez pas le temps de les séparer sur 2 jours différents. Et des fois, ça peut être bien aussi de faire un jour on, un jour off, vraiment un jour de repos le jour suivant, plutôt que de faire un jour renfo et puis le lendemain grimpe et puis après on n'a pas vraiment de jour de repos. Pour s'organiser dans la vie de tous les jours, ça peut être aussi plus agréable. Donc voilà, il y a tous ces facteurs-là à prendre en compte, mais j'aurais tendance à dire que sur le long terme, si vous savez bien gérer vos cycles et que vous le faites pour les bonnes raisons, faire le renfo avant la grimpe, c'est hyper productif. Ensuite, j'ai la question de Maxime qui me demande est-ce que faire que de la moonboard c'est la solution pour progresser. Là, je vais être très clair sur la réponse. La réponse c'est non. Faire que de la moonboard, c'est le pire truc à faire pour se faire des poulies, pour se faire mal, tout simplement. Si tu grimpes 4 fois par semaine et que c'est 4 séances sur la moonboard, je pense qu'au bout de 1 mois ou 2, t'es blessé de partout, que ce soit aux épaules, aux poulies ou quoi. Donc en fait, il faut faire très attention avec ce genre d'outils, les system boards. Donc
la kilterboard, la moonboard, etc. Parce que si vous faites que ça, il y a deux risques. Premier risque, c'est que vous vous blessiez tout simplement, parce que ça va faire des blessures de surutilisation, parce que c'est tout le temps les mêmes structures qui sont engagées, c'est des vitesses de contraction qui sont hyper rapides, donc c'est de la force de contact, c'est des petites prises, enfin voilà, il y a vraiment tous les facteurs de risque qui s'additionnent. Aussi il y a le deuxième risque selon moi, c'est qu'on devienne fort mais que à ça. C'est-à-dire que si vous faites que de la moonboard pour progresser, si vous vous blessez pas, vous allez devenir super fort en moonboard, mais peut-être que ça va pas trop se transférer sur de la grimpe en extérieur par exemple, ou ça va pas se transférer sur de la grimpe en compétition, parce que vous n'avez pas travaillé votre coordination, ou vous allez devenir nul en dalle parce que vous faites que du dévers. Enfin voilà, donc vraiment pour moi, les system board, donc moonboard, kilterboard et tout, c'est des outils qui sont super intéressants. Mais justement, il faut pas tomber dans le piège de faire que ça. Et je pense que 2 séances par semaine, grand max, une séance de bloc max, une séance de volume sur la kilter ou sur la moonboard, c'est largement suffisant, même pour des athlètes, j'ai envie de dire, de haut niveau. Faire plus que ça, selon moi, ce serait délétère dans une optique où votre objectif c'est de progresser en escalade de manière globale. Après, si votre objectif c'est de progresser que sur la moonboard, peut-être que oui, faire 3 séances de moonboard par semaine c'est faisable, mais est-ce que c'est la meilleure idée du monde? Je pense pas. Et après, il faut juste gérer son volume et sa charge pour éviter de se blesser. Mais ouais, c'est clair que dans une optique de progression globale, sur toutes les qualités, que ce soit gestuelle, technique, force de contact et tout, faire que de la board, c'est une très mauvaise solution. Ou alors, c'est que vous êtes un grimpeur d'extérieur, très spécialisé dans un seul style, et que vous savez ce que vous faites. Donc je pense que voilà, c'est soit réservé aux gens qui veulent que progresser sur la moonboard, ou vraiment aux athlètes hyper spécialisés qui veulent faire du coup par exemple 2 séances de moonboard dans la semaine plus 1 ou 2 séances d'extérieur. Là peut-être que du coup faire que de la moonboard c'est mieux que d'aller faire des coordinations sur des blocs en salle, mais vous faites pas que de la moonboard parce qu'au final vous allez quand même grimper en extérieur à côté. Donc voilà, franchement réponse courte, non c'est pas la solution pour progresser de faire que de la moonboard. Et réponse un peu plus nuancée, ça peut convenir dans certains cas, et ce qui peut convenir aussi c'est de faire des cycles, faire un cycle de 3 semaines par exemple où tu fais 2 séances par semaine sur la moonboard, et après laisser une petite période de pause pour surcompenser, etc. Voilà, ça aussi ça peut être une très très bonne idée, et de l'intégrer sous forme de séances grimpe spécifiques, c'est-à-dire au lieu de faire des suspensions max sur la poutre, faire du bloc max sur la moonboard. Ça peut être une option aussi. Donc voilà, il y a plein de manières de les utiliser, ces outils. Donc quand je dis les outils, c'est les system board. Et voilà, ça dépend vraiment de plein de facteurs. Et si vous avez des doutes, je vous conseille vraiment de faire appel à un coach là pour le coup pour les system board, parce que si vous n'avez pas les prérequis en termes de force doigt, en termes de mobilité d'épaule, etc., vous pouvez très très vite vous blesser et ça peut être hyper frustrant. Ensuite, du coup, j'ai la question de Julia qui me demande la durée idéale des cycles pour avoir des bons résultats. Alors moi, ce que je conseille à tout le monde, je vais répondre hyper simplement à la question, c'est des cycles de 3 semaines. Faites 3 semaines on, 1 semaine off, ou 2-3 semaines off, si vous faites un cycle de performance. Donc par exemple, je prends un exemple typique, 3 semaines de volume, 1 semaine de décharge, 3 semaines de force, 1 semaine de décharge, 3 semaines de puissance, 1 semaine de décharge. Voilà, vous avez fait 12 semaines d'entraînement, vous avez forcément passé un cap dans votre pratique, parce que vous avez fait du volume, de la force, de l'explo, vous avez fait un peu tout ce que vous avez besoin par exemple là pour progresser en bloc. Si vous êtes un grimpeur de voie, à la place du cycle d'explosivité, faites plutôt un cycle de rési. Et après encore, ça dépend. Ça se trouve, vous manquez d'explosivité et vous avez déjà une bonne rési, donc ça peut être intéressant de faire que de l'explosivité. Mais voilà, 3 semaines on, 1 semaine off, selon moi, c'est un super bon rythme. Et après, je pense que faire des périodes de pause de 2-3 semaines où vous allez beaucoup moins faire de renfo pendant... Allez, je dirais 1 à 2 fois par an, c'est hyper intéressant. Voire même de faire une semaine de repos total de temps en temps, ça peut être intéressant aussi. Ensuite, j'ai la question de Bat qui me demande est-ce que c'est rentable de faire appel à moi pour du coaching si il ne peut faire que 2 séances par semaine. Alors celle-là, je l'ai mise dans le podcast, enfin j'ai déjà répondu en off à Bat, mais je la mets dans le podcast parce que c'est hyper intéressant, ça me permet de vous parler de 2-3 trucs par rapport à ça. Déjà, j'ai programmé une IA, donc une intelligence artificielle, sur mon Instagram en fait, où si vous envoyez Go, vous allez parler à l'IA en fait tout simplement, qui va vous poser des questions pour savoir si vous êtes plus ou moins qualifié en termes de critères pour ce que je peux proposer en termes de coaching. Donc si vous avez des doutes sur est-ce que le coaching que je peux proposer c'est adapté à votre profil, envoyez Go sur Instagram, vous allez parler à l'IA, elle va vous qualifier ou vous disqualifier en quelques messages et vous donner des pistes. Et après du coup, moi j'aurai accès à cette conversation avec l'IA et je peux toujours vous renvoyer un message vocal après pour vous dire ok peut-être que c'est un peu plus nuancé, peut-être que je peux quand même t'aider, ou peut-être que là c'est un peu compliqué dans ta situation. Mais pour répondre à la question un peu de manière globale, je pense que si vous grimpez minimum 2 fois par semaine, que vous faites
2 séances par semaine de renfo, en plus de ces 2 séances de grimpe, ça peut commencer à être intéressant de partir sur un coaching. Et je pense que les personnes qui vont avoir le plus de résultats en coaching, c'est celles ou ceux qui sont capables de faire 3 séances de grimpe par semaine, 2 séances de renfo spécifiques, donc par exemple 2 séances par semaine de traction, suspension, gainage, et si possible une petite séance antagoniste, donc pec, épaule, triceps, pour faire simple, pour la prévention des blessures, pour l'équilibre. Donc voilà, si vous êtes dans cette catégorie-là, on va dire que vous pouvez faire 3 séances d'escalade par semaine et 3 séances de renfo, donc 2 séances de renfo type grimpe, on va dire, donc traction, suspension, gainage, et une séance par semaine d'antagoniste. Je pense que vous avez le profil parfait pour ce que je peux proposer en termes de suivi, et c'est là où vous allez avoir la meilleure progression possible selon moi. Et ensuite, du coup, j'ai la question de Louis. Alors cette question-là est hyper intéressante. La question, je vais la lire en fait comme elle est. Ça fait 3 ans que je progresse pas en cotation, mais avec des meilleures sensations. Quel est ton avis là-dessus ? Enfin, mon avis du coup. Donc là, Louis, il me dit qu'il progresse pas en cotation, mais qu'il a des meilleures sensations. Donc après, je lui ai parlé un peu en off pour savoir si c'était en termes de couleur dans les salles ou quoi. Parce qu'en fait, imaginons que vous êtes dans le noir à Arcos et vous voulez passer dans le violet. Parfois, le gap en termes de cotation pure, si c'était des cotations d'extérieur, il est énorme. Par exemple, certains blocs noirs, ça va être du 7A+, certains blocs violets, ça va être du 7C. Et le gap entre 7A+, et 7C, il est énorme. Et souvent, en fait, les grimpeurs se blessent en essayant de passer du noir au violet parce qu'ils n'ont pas les capacités physiques pour tenir ce qui est requis dans du 7C alors qu'ils sont que dans le 7A. Donc en fait, si en cotation vous prenez les couleurs dans les salles, selon moi c'est possible que vous soyez en fait déjà en train de progresser depuis 3 ans là, en restant dans la même couleur, parce qu'en fait si vous êtes capable de par exemple flasher un bloc noir à Arcos, c'est pas du tout pareil que de sortir un bloc noir après 5 séances. Et du coup en fait oui, les sensations c'est hyper important, mais après moi je trouve que c'est hyper intéressant aussi de progresser en termes de cotation, que ce soit sur un system board, en extérieur, aller dans d'autres salles où éventuellement il y a d'autres types de cotations, mais pas non plus prendre ça au pied de la lettre, dans le sens où là j'ai raté un 7A, l'année dernière je faisais un 7A+, j'ai régressé. Non, parce que c'est style dépendant, ça dépend de votre état de forme le jour J. Enfin voilà, faut pas non plus prendre des conclusions hâtives en disant d'habitude je passais tous les violets dans ma salle Arcos à moi et je change de salle et je sors plus aucun violet, donc j'ai régressé. Non, parce que le style des salles est très spécifique. Et ça, du coup, c'est aussi un conseil pour progresser, changer de salle. Changer de salle pour progresser, c'est hyper productif parce que vous allez vous confronter à d'autres types de gestuels, d'autres types de prises. Donc ça vous permet aussi d'avoir un niveau beaucoup plus équilibré. Mais ouais, mon avis sur si vous êtes dans ce cas, par exemple, ça fait 3 ans que vous êtes dans le rouge à Arcos et que vous galérez vraiment à passer au noir, je pense que là vous êtes vraiment en train de stagner pour le coup, parce que le gap entre rouge et noir est pas si énorme. Donc si vous êtes dans ce cas-là, je pense qu'il faut faire tout ce que j'ai dit juste avant, donc analyser pourquoi vous êtes en train de stagner. Par contre, si vous êtes entre le noir et le violet, là c'est beaucoup plus complexe et ça dépend de vos objectifs, de votre profil, de vos sensations, parce que en fait si vous flashez tous les noirs de la salle et que après vous n'arrivez pas à toper les violets, donc peut-être vous bougez très bien dans le violet mais vous n'arrivez pas à concrétiser les blocs, peut-être que vous avez 2 fois plus de niveau que quelqu'un qui va sortir un bloc noir à la séance de temps en temps. Donc voilà, il y a tout ça à remettre en contexte, oui c'est ça. Et mon avis là-dessus, c'est qu'en fait il y a plein de manières de progresser, que ce soit en termes de cotation, en termes de métriques sur les tests physiques, en termes de nombre de blocs faits dans une séance, en termes de sensations. Il y a toutes ces manières-là de progresser. Et donc cette question elle était intéressante pour ça. Mais ouais, pour résumer, selon moi, si vous êtes entre le bleu et le rouge et que ça fait 3 ans que vous êtes dans cette situation-là, là pour le coup vous êtes vraiment en train de stagner, parce que le gap entre le bleu et le rouge, normalement, ça peut se faire en 3 mois par exemple, de passer du bleu au rouge dans les salles, dans la plupart des salles. Après vous faites le parallèle avec les cotations dans votre salle, mais là du coup si je dis du bleu au rouge, c'est des cotations Arcos. Par contre, si vous êtes 3 ans dans le rouge et que vous galérez à passer au noir, je pense que pareil vous êtes vraiment en train de stagner. Par contre, si vous êtes dans le noir depuis 3 ans et que vous galérez à passer au violet, en fait selon moi le gap entre le noir et le violet est tellement plus énorme que le gap entre le rouge et le noir, que c'est possible en fait de stagner pendant même 10 ans dans le noir, parce que en fait pour concrétiser des violets, il faut certaines qualités qui sont hyper spécifiques. Des fois c'est très typé compétition, c'est très typé aussi style et anatomie, j'ai envie de dire, parce que des fois il y a des histoires d'allonge, des histoires de souplesse, des histoires de style, et typiquement par exemple là je parle même pas des blocs à Climbing District
Je sais pas, peut-être qu'au bout d'un an de grimpe, vous allez pouvoir commencer à grimper des noirs. Et les blocs violets, c'est niveau équipe de France, quoi. Donc vraiment, le gap entre les blocs est juste énorme. Et vous pouvez passer votre vie à essayer de progresser du noir au violet à Climbing District, par exemple. Donc voilà, cette question, elle est très complexe, mais elle est intéressante à analyser. Et ça pousse aussi à dire un autre conseil, c'est que si vraiment vous voulez progresser en escalade, de manière globale, il faut s'exposer à plein de types de stimuli. Il faut aller en extérieur, il faut changer de salle, il faut faire de la board, il faut faire du spray wall. Faut pas juste rester dans sa salle, dans sa zone de confort, à faire que les ouvertures commerciales, parce que selon moi, c'est un piège où vous êtes dans votre zone de confort, vous avez l'impression d'être bien, mais en fait, en termes de progression effective, en tant que grimpeur ou grimpeuse, vous passez à côté de beaucoup de choses aussi. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Je pense que ça fait un bon épisode flash, limite là ça fait quasiment 1 heure j'ai l'impression. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez, que ce soit en commentaire, que ce soit sur Instagram. Vous m'envoyez aussi routine doigt, mobilité, étirement, test en DM sur Instagram. Si vous pensez que le coaching c'est peut-être pas fait pour vous, que vous avez des doutes, etc., envoyez-moi go sur Instagram, comme ça vous allez le savoir directement. J'ai aussi des codes promo. Alors je fais rarement de la promo, mais là c'est intéressant parce qu'en plus c'est la période de Noël, etc. J'ai 25% de réduction sur tout le site Rugny, donc le site de Magnus. Le code est dans la description, voilà, tout simplement. Et il y a 10% de réduction sur NutriPure sur votre première commande avec le code de parrainage. Donc il faut rentrer le code de parrainage au moment où vous créez votre compte et vous avez 10% de réduction sur votre première commande. Si vous voulez que je parle de tel ou tel sujet, que vous avez une idée de thème de sujet, même éventuellement de personnes à inviter dans le podcast pour faire un épisode plus long, n'hésitez surtout pas à m'en faire part. Et moi, je vous souhaite de progresser, je vous souhaite de surtout pas stagner et encore moins de régresser. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.